Sukuna est tombé face à Gojo Satoru. Le point le plus puissant jamais vu dans Jujutsu Kaisen l'a fait tomber, mais la bête s'est éveillée. Et plus que ça, Gojo devra affronter la bête qui apparaît, mais aussi une nouvelle créature qui, je vous le dis dès maintenant, est la clé de la puissance des Zenin. L'apparition de cette seconde créature va absolument, je vous le dis, tout changer. Et c'est pour ça qu'on part sur une énorme théorie. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 233 de Jujutsu Kaisen. La bataille décisive du No Man's Land infesté de fléaux de Shinjuku 11. Et donc on suit la suite de ce combat juste légendaire. N'oubliez pas que on vit un moment qui restera gravé dans l'histoire du manga, un des plus grands combat qu'on n'aura jamais vu. Et d'ailleurs je vais commencer à parler des spoils de Jujutsu Kaisen directement sur la chaîne secondaire, donc n'hésitez pas à vous abonner, à vous diriger vers celle-ci, parce que je parle aussi des spoils de One Piece ou même d'autres mangas comme Chainsaw Man, et il faut qu'on parle de la saison 2 de Baki. Bref, allons-y et commençons tout de suite par une digression sur le sujet Sukuna frauduleux, parce que bien entendu ça fait plusieurs semaines que je vous explique à quel point il est difficile de défendre Sukuna en tant que personnage honorable, en tant que véritable guerrier, et donc que c'est littéralement une fraude. Bah ouais. Parce qu'il a volé le corps de Megumi, et en plus, il l'utilise comme bouclier humain, et il utilise toutes ses capacités. Il ne fait que ça, il ne fait que se cacher derrière les capacités de Megumi, et on en attendait peut-être un petit peu plus, donc, du roi des fléaux. Mais c'est pas pour autant, parce que certes, j'ai beau le considérer comme une fraude, puisqu'il se dit le plus puissant de l'histoire, bah au final, c'est tout à fait adapté à son titre en fait, le roi des fléaux. Il a quelque chose de foncièrement mauvais, il n'est pas du tout respectable, ce n'est pas du tout un être humain qu'on est en train de regarder, il se bat véritablement comme un fléau, il n'a pas de race, voilà, je le dis. Clairement, il se bat comme un gros traître. Utiliser le corps de Megumi pour avoir l'ange, là, utiliser tout ce qu'il pouvait faire pour affronter Gojo, même les plus grandes bassesses qu'on considère, nous, comme les plus grandes bassesses et qui font de lui une fraude, bah, au final, je trouve ça génial qu'en réalité, il se bat pas réellement comme un véritable guerrier, parce que c'est vrai, si c'était un vrai bonhomme, il serait venu juste avec ses sorts. Si c'était un vrai bonhomme, il aurait fait un délire à la Kashimo, qui a été lui, le GOAT ultime, bien sûr, le Giga Chad, qui s'est battu contre Akari alors qu'il était immortel. Mais non, là, Sukuna veut faire autre chose, il veut juste défoncer Gojo, quel que soit le prix à payer, quels que soient les artifices utilisés. Et c'est ce qui fait de lui une fraude, mais surtout un véritable personnage machiavélique, malveillant, roi des fléaux. Et c'est pour ça que j'aime ça en fait, que ce soit une fraude. Hein. Ne me faites pas dire le contraire. Mais je continuerai quand même de dire que c'est une fraude. Mais voilà, il est malveillant. Et cette malveillance, c'est vrai, on la retrouve à bien des niveaux. Déjà, rien que le fait qu'il humilie Yuji tout le temps. Vraiment, ça n'a absolument aucun sens. Même quand il est choqué par la puissance de Yuji, comme quand il venait juste de prendre le corps de Megumi, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à féliciter Maki. Il disait, waouh, elle est incroyable, elle est forte, elle arrive à tenir le niveau et tout, elle tient le rythme. Alors que Yuji, qui faisait exactement la même chose, hein, lui aussi, il était en train de se battre face à Sukuna. Bah non, Sukuna, il disait, ouais, t'es moche. Il lui a vraiment dit ça. Ah, c'était un moment légendaire. Il l'a constamment humilié. C'est un personnage malveillant. Il ment. On ne connaît pas ses réelles intentions. Et d'ailleurs, j'ai une théorie sur Yuji et je suis en train de l'écrire parce que ça, je pense avoir compris un truc de malade sur le manga. D'ailleurs, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné, car on suit ce combat juste énorme et on suivra aussi Jujutsu Kaisen jusqu'à la fin. Et crois-moi, on risque d'avoir d'énormes révélations. Et venons-en donc à parler du combat de Gojo face à Makora, et ensuite on fera une partie un petit peu plus théorie pour parler des 10 ombres et même de la suite avec Gojo et le sort qu'il va lâcher pour affronter cette créature ultime, parce qu'il se passe énormément de petites choses avec même Sukuna qui utilise un sort de l'éléphant mais de la manière d'un camo, et ça fait qu'on peut
parler d'énormément d'éléments, théoriser sur énormément de choses, et c'est pour ça que d'abord on passe à la review plus classique du chapitre. Dès le début du chapitre, il faut dire que la narration est juste excellente, parce que Gege Akutami, il nous rappelle en fait via les personnages que peut-être que Gojo a perdu certes son infini, mais ça ne fait que baisser sa défense. En soi, là, il peut juste combattre à pied égal avec ses adversaires, donc face à Makora. Sauf que la différence, c'est que Gojo, comme le soulignera Shoko, est affaibli. Si Sukuna, lui, ne peut plus utiliser ses capacités propres, donc juste découper, vu que son cerveau a été abîmé, là, Gojo, à force de soigner son cerveau, à force d'avoir repoussé ses limites, bah ça fait tout simplement qu'il ne peut plus du tout donc sortir autant d'énergie occulte qu'il le pouvait auparavant. Et bien entendu, il a aussi plus de difficultés à se soigner. Ça veut pas dire que son énergie est moins illimitée, puisqu'au final, en fait, il en utilise toujours aussi peu grâce à son sixième œil. Mais c'est juste que la sortie, comme un robinet, donc, est juste moins fort. Le jet est moins puissant, même si le réservoir est toujours aussi grand. Et ça va le mettre énormément en difficulté puisqu'il peut pas lâcher d'énormes attaques. Et c'est là que la narration de Gege Akutami, pour moi, atteint son pic. Parce que quand il te raconte ça dès le début du chapitre, quand il va commencer à te narrer justement que Gojo Satoru, jusque-là, depuis le début de ce combat, depuis les choses incroyables qu'on a vues, les extensions de territoire où Gojo essayait de survivre, bah, il ne se sentait pas menacé. Bah oui, c'est complètement fou, mais là, il se sent menacé et tu sens véritablement le sentiment d'urgence via la narration. Et c'est pour ça que Gege Akutami, bah ça marche extrêmement bien. Du fight, mais du fight à la fois bien chorégraphié, mais aussi très bien raconté. Donc là, il se sent mal, il a peut-être peur d'une possible défaite. Même les gens qui le regardent alors qu'ils avaient énormément confiance depuis le début, eux aussi commencent à ressentir du doute. Est-ce que Gojo Satoru pourrait perdre? Et bien sûr, ça va lui évoquer Toji, parce que c'est Gege Akutami, parce que Toji est le GOAT. C'est pour ça qu'on le revoit tout le temps, même s'il est mort il y a de cela bien longtemps. Donc ça me fume, il est toujours là à traîner quelque part. Mais voilà, c'est un personnage qui aura marqué l'histoire, le personnage qui aura réussi à faire tomber Gojo Satoru. Oui, dans tous les cas, il l'a tué. C'était, moi je te le dis, hein, c'était de la triche, c'était n'importe quoi. Il est revenu à la vie comme ça, et en plus, il est revenu beaucoup plus fort. Mais bref. Et alors que peut-être Gojo Satoru, à ce moment-là, il devrait se sentir désespéré, alors pas du tout. On se retrouve face à un Gojo qui va être poussé dans ses retranchements, mais va sortir une forme de satisfaction. Voilà, on en parlait quand il y avait Yorozu. Donc la solitude que peuvent ressentir les plus forts, comme Sukuna la ressent, là, Gojo ne se sent plus seul. Il sent un véritable challenge devant lui. Et donc, voilà, il y a une forme d'excitation du combat parce que ça reste quand même des guerriers Jujutsu Kaisen, c'est des combats d'exorcistes, bien évidemment. Et donc, ça va partir directement, et c'est ça qui est complètement fou, c'est que Gojo, il va commencer par tabasser Makora. Et ça, c'est beau, des droites dans la tête. Et de toute manière, dès que l'action commence dans Jujutsu Kaisen, alors ça y va, ça tape dans tous les sens, ça ne s'arrête pas. Gojo qui va tenter de lâcher un rouge, car même si, en théorie, donc là, sa sortie d'énergie occulte est baissée, en fait, d'énergie occulte via le sort d'inversion, alors il vient de sortir d'un éclair noir. Donc ça, en théorie, ça devrait remonter le tout. Donc voilà, il peut tirer son rouge avec une incantation qui marche extrêmement bien. On nous l'a expliqué lors de ce combat, mais c'est vrai que le fait qu'il dise plein de trucs avant de lâcher son attaque, bah, ça fait vraiment exorciste et ça fait vraiment... ouais, là, il va lâcher un gros coup, mais c'est Sukuna qui va sauver Makora grâce à ses lapins. Et de toute façon, on le sait, c'est une technique de faible. Je vais pas te mentir, encore une fois, frauduleux, essayer de se cacher, de s'enfuir via ses lapins, et il va tenter de protéger Makora, parce que ce sera le but de Sukuna. Sukuna, bien sûr, ne peut pas toucher Gojo, et seul Makora peut toucher Gojo. Et c'est pour ça que Sukuna, son but, c'est juste d'être, en théorie, un soutien pour notre très cher Makora, enfin cette créature bizarroïde. Mais franchement, c'est honteux, on aura même vu Sukuna lancer un extincteur pour participer au combat, mais on est où là? Dans quel multiverse on a atterri? Sauf que ça va aller bien plus loin que ça, alors que Gojo va continuer de combattre, il va se prendre une technique d'eau, donc de la part de Sukuna. La technique de l'éléphant, ça prendra la forme d'une capacité du clan Kamo, le sang perçant.
Voilà, ça, on note, mais on en reparlera par la suite. Et là, c'est ça qui change complètement la donne, c'est que c'est pas un combat Makora avec Sukuna qui va venir en soutien pour empêcher que Gojo détruise le Shikigami. Non, pas du tout, ou qu'il crée des ouvertures juste pour que la créature touche Gojo. Pas du tout, non, il attend donc que Makora touche Gojo et donc supprime plus ou moins son sort de l'infini au moment où il le touche et ensuite il attaque Gojo. C'est pourquoi, en fait, on est véritablement face à un 2v1. Ok, ça y est, là, c'est dit clairement. Et ce qui fait vraiment de Sukuna une fraude, c'est que, encore, tu vois, il dit, ah non, de toute façon, c'est mes propres capacités, c'est pas un 2v1, c'est juste moi qui me bats. Non, pas du tout. Lui, il le dit, il en rajoute, il fait, oui, c'est un 2v1, oui, et j'en suis fier. Et le pire, c'est qu'il est encore plus fier quand il va annoncer que c'est un 3v1. Parce que oui, Gojo se disait que Sukuna est bien doué pour utiliser la capacité de l'éléphant sans même l'invoquer, mais plus que ça, il peut utiliser les Shikigami. Donc, de manière totale. Maintenant qu'il n'a plus à s'occuper de Makora, de son adaptation, là, il peut lâcher cette nouvelle créature qui va faire, je crois bien, toute la différence, mais ça, on en reparle dans la partie théorie. Donc, c'est le nuée chimérique qu'on appelle Agito, et c'est un véritable 3v1. Bon, ce qui me fume, c'est que Gege Akutami, lui aussi, il en rigole, tu vois. Il lâche des petites vannes de Gojo qui est impétueux, qui fait mais on dirait un gamin avec ses parents. Mais oui, il est honteux, il a appelé papa et maman pour affronter Gojo. Non, regardez, c'est lui qui m'a tabassé. Un roi de la fraude. Hein. Encore une fois, on va revenir sur lui un petit peu plus tard. La chorégraphie est juste magnifique. Voir Gojo qui esquive les coups à la fois de Makora, de Sukuna et même de cet Agito. C'est une dinguerie, parce qu'on a vu des gens se faire tabasser en 2v1 dans Jujutsu Kaisen. Ça, c'était les scènes magnifiques. Mais là, voir quelqu'un réussir à résister à tout ça, ouais, c'est totalement autre chose. Et bien sûr, il lâchera un rouge sur Makora, sauf que ça ne va pas le tuer. Et bien plus que ça, il va se rendre compte que donc Makora, en fait, s'adapte petit à petit aux capacités. Et c'est pour ça qu'il doit terminer Makora, non pas avec un rouge, parce que ça aura pas tant d'incidence que ça, mais avec une technique ultime, avec le Holo Purple vraiment illimité. Et là aussi, il faut qu'on en parle, mais on commence tout de suite par le premier sujet, le véritable pouvoir du sort des 10 ombres et l'utilisation des sorts des Shikigami. Parce que c'est vrai, ça, dans un sens, ça redéfinit totalement les cartes. Lorsque Sukuna a utilisé ce Piercing Blood, donc ce 100% directement sur Gojo en mimant les camos, alors j'ai flippé. Au début, je me suis dit, il utilise des techniques de camo. Non. Et c'est pas ça qui me dérange, qu'il utilise des techniques de camo, mais c'est juste qu'on a déjà tellement de personnages qui copient les capacités, avec Kenjaku qui a volé les capacités de Geto, de la mère de Yuji, et Yuta qui fait littéralement ça, en fait, de la copie de capacité, que toutes les théories comme quoi Sukuna, en fait, c'est un copieur de capacité, bah, je suis pas trop fan du délire, mais bon, voilà, heureusement, ce n'est pas ça. Il utilise juste la voix des 10 ombres et donc le pouvoir d'un Shikigami sans l'invoquer. Sûrement qu'il y a une contrepartie. Si on n'invoque pas réellement le Shikigami, alors peut-être que son sort est moins puissant, et c'est sûrement le cas, sinon il n'y a aucun intérêt à invoquer le Shikigami, puisque si on l'invoque, en fait, si, on gagne le fait qu'il puisse attaquer de l'autre côté, tu vois, si l'éléphant il est là et si moi je suis là, bah ouais, on peut prendre un mec en sandwich, et je sais pas pourquoi je traînerais avec un éléphant, mais ça c'est un autre sujet. Mais donc je vois plus ou moins seulement deux avantages à utiliser les sorts d'un Shikigami plutôt que de l'invoquer si les sorts sont moins puissants, si on utilise donc son sort sans qu'elle soit présent, c'est que bien sûr, déjà, ça peut être surprenant pour l'ennemi. Gojo, il savait pas que Sukuna, il allait commencer à sortir un sort de l'éléphant. C'est même juste complètement fou d'envisager qu'un utilisateur des 10 ombres peut donc avoir 10 sorts différents dans son arsenal. Vraiment, il faut absolument que Gege Akutami nous fasse une update sur le clan Kamo pour nous montrer au moins un sort équivalent à la puissance des deux autres clans. Mais plus que ça, la faiblesse d'un Shikigami de Megumi, c'est que bien sûr, une fois qu'il est mort, bah, en théorie, il est mort. Et
bien sûr, on a eu l'exemple avec son chien divin qui était 2 auparavant et qui ont donc fusionné. Et c'est pour ça qu'on doit parler directement des chimères. On y vient. Mais juste avant ça, je tiens quand même à souligner le fait que Sukuna est juste incroyable. Encore une fois, même s'il est frauduleux, sa maîtrise de l'exorcisme est à son paroxysme. C'est complètement différent d'un Megumi et même ça explique pourquoi c'est la technique d'un grand clan, les 10 ombres. Surtout avec une telle maîtrise qui, je vous le rappelle, au début de ce combat Gojo-Sukuna, lorsque Gojo utilisait des incantations pour son violet, on apprenait et le narrateur nous disait que le talent d'un exorciste se mesure à sa capacité à soustraire des actions, donc à faire moins pour utiliser les mêmes choses. Et là, il peut quand même utiliser les capacités d'un des Shikigami sans même avoir à l'invoquer. En vrai, c'est juste un génie. Et bref, revenons-en à cette histoire de créatures qui fusionnent. Parce que oui, ça se voit clairement que Agito, cette nouvelle créature que nous a sorti Sukuna, est clairement une chimère. Et de toute façon, c'est dans son nom. Donc, des créatures de Megumi, que ce soit donc les mains un petit peu en mode chien avec le mode un petit peu loup-garou, la tête de nuée, même les cornes du cerf, la queue de serpent ou même le corps d'un tigre. On l'a pas vu pour l'instant, mais ce serait assez cool de voir un tigre. Enfin bref, voilà, ça c'est clair et ça explique pourquoi même auparavant on avait vu Nuée lorsqu'il était utilisé par Sukuna avec une queue de serpent. Mais là où ça peut être très intéressant, c'est que justement du côté de Megumi, lorsque un de ses chiens divins était mort et qu'il avait fusionné avec l'autre chien divin, on avait appris que leur puissance donc s'accumulait. Ok, ça veut dire que donc ouais, tu perds la capacité à être à plusieurs endroits, mais ils deviennent beaucoup plus puissants. Et c'est là que ça fait toute la différence. C'est que cette chimère, en théorie, a la puissance de tous ces Shikigami, peut utiliser les sorts de tous ces Shikigami si il les a tous fusionnés. Et la véritable théorie dont je veux vous parler, parce que ça fait depuis longtemps que j'ai ça en tête, mais je sais pas comment aborder la chose, c'est que peut-être là on a découvert le sort ultime des Zenin. Ça va péter! Parce que Makora ne peut pas être le sort ultime des Zenin dans le sens où, on le sait, voilà, ça nous a été expliqué, le clan Gojo et le clan Zenin s'est affronté, les deux chefs de clan, un qui avait les pouvoirs qui étaient donc similaires à Gojo, infini sixième œil, et bien sûr un avec le sort des 10 ombres. Et les deux se sont entretués. Sauf que Makora n'a jamais été dompté, normalement. Voilà. À partir de là, je me suis toujours dit qu'il devait y avoir quelque chose de supplémentaire au clan Zenin et que Makora, qui est apparu quand même assez tôt dans le manga pour être la technique ultime du clan Zenin, cachait autre chose, un véritable sort surpuissant. Et là, avec la chimère, on le voit et on est peut-être là face au sort qui a réussi à vaincre le clan Gojo. Après, c'est vrai que c'est aussi possible que l'ancien chef du clan Zenin ait complètement lâché Makora alors qu'il ne l'avait pas du tout dompté et qu'il a commencé à attaquer n'importe où et que par chance, ça a tué le chef du clan Gojo, mais qu'on en revient à la créature ultime, ça pourrait même expliquer pourquoi on avait vu un début de squelette apparaître dans l'extension de territoire de Megumi. Et là, je vais aller un petit peu trop loin, et beaucoup trop loin même, mais en théorie, si les Shikigami qui meurent se fusionnent avec les autres, alors est-ce que ça marche pareil pour Makora? Est-ce que si Makora meurt là, il sera fusionné avec cette chimère? Non, je pense pas, parce que là, ça irait beaucoup trop loin, et on dirait que Sukuna fusionne cette créature, alors qu'on l'a pas vu tuer des Shikigami, donc peut-être que lui, il peut juste les fusionner, les défusionner quand il veut, car voilà, c'est un maître de la maîtrise du clan Zenin, et du sort des clans Zenin encore plus que Megumi, et ça, c'est assez triste. Mais voilà. En gros, gardons ça en tête, cette créature est peut-être la clé de la véritable puissance du clan Zenin, même au-delà de Makora. Donc terminons cette vidéo en parlant de la technique ultime de Gojo Satoru. Puisqu'il l'annonce, il a un plan, il a une carte à jouer, une carte qui pourra faire la différence. L'utilisation de, bien sûr, l'Holo Purple, donc la technique qu'on connaît, le violet, mais illimité. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Normalement, ça crée une masse imaginaire qui repousse et explose tout sur son passage, mais peut-être qu'on pourrait aller beaucoup plus loin, vu que les pouvoirs de Gojo, en fait, c'est limite, à la limite vraiment du conceptuel. On peut parler de concept mathématique, mais c'est débattu par les Japonais et compagnie, même par des revues de sciences. C'est pas forcément véridique, mais en gros,
c'est limite du concept. Donc effacer la matière en allant plus loin avec une version illimitée du violet, ça pourrait être possible, sachant que pour l'instant, et c'est sujet à débat bien évidemment, pour moi le sort le plus puissant qu'on ait jamais vu dans Jujutsu Kaisen était le trou noir de Yuki. Elle s'est limitée pour ne pas détruire le monde et Kenjaku avait un sort exprès pour pouvoir sortir de ça et il avait pile de l'antigravité alors qu'un trou noir c'est de la gravité, assez marrant. Bah là, pour l'instant, on a beau avoir suivi le plus fort des exorcistes, on n'a pas encore vu la plus forte des capacités. Et ce serait assez logique qu'elle soit détenue par Gojo Satoru, le plus fort avec le plus fort des sorts. Surtout que Gege Akutami a fait exprès de nous montrer toutes les capacités qu'on avait vues depuis le début de la série dans Jujutsu Kaisen. Et s'il y a bien une chose qui manque, c'est de voir une technique maximale. Alors que c'est plus ou moins l'ulti des exorcistes, donc envoi 1 de la part de Gojo Satoru, ça semblerait tout à fait normal. Même si c'est peut-être le violet parce que bon, c'est le sort secret de sa famille, donc on verra bien. Murasaki. Mais on va pas se mentir, ça sent mauvais pour Gojo étant donné que voilà, déjà, il a moins de sorties d'énergie occulte, il est en train de s'affaiblir et surtout, on en est au moment où il est en infériorité numérique avec ce chapitre. Enfin bref, globalement, le chapitre 233 de Jujutsu Kaisen signe un tournant. La roue a tourné et libéré l'emblématique créature du clan Zenin. Et Gojo a bien du mal à s'en débarrasser, car il suffit certes d'un coup bien placé, mais Sukuna veille à sa créature, aidé d'une deuxième mystérieuse bête. Il la protège et distrait le plus fort, car seul Makura possède la capacité de toucher Gojo. Mais Gojo est prêt, il n'a pas tout donné, car dans un combat entre Ryomen Sukuna et Gojo Satoru, toutes les cartes doivent être dévoilées. Nul ne peut se retenir, et il est temps pour l'héritier du clan Gojo de montrer le sort le plus destructeur de sa famille, l'aboutissement des secrets d'un clan, avec un violet, certes, mais cette fois illimité. Et reste à voir ce que ça va donner, car Gojo a la défense ultime, mais cela ne suffit pas à être le plus fort, et il est temps de nous montrer l'attaque ultime, l'attaque du plus fort. My best friend!